Très bien. Alors on arrive dans la dernière partie de la première grande étape du laboratoire. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est implémenter une requête Ajax. Et pour cela, on va utiliser une librairie JavaScript qui est beaucoup utilisée, qui s'appelle jQuery. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est que depuis cette page ici, on envoie des requêtes Ajax, donc des requêtes en arrière-plan, vers notre backend dynamique pour récupérer des données. Vous vous souvenez, c'est des listes d'étudiants générés aléatoirement. Et puis une fois qu'on va avoir ces données, on va mettre à jour une partie de l'interface utilisateur. On va remplacer ce texte ici par le prénom et le nom du premier étudiant. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord faire un peu de nettoyage et puis on va revoir un peu nos images Docker pour installer VI sur les images, ce qui va nous permettre de faire des tests en interactif. J'avais déjà parlé de cette possibilité dans une vidéo précédente. On va redémarrer nos containers. Il faudra faire attention qu'on le fasse dans le bon ordre pour que ces deux containers ici aient, on l'espère, les mêmes adresses IP. Hein, c'est pour le moment encore la partie assez fragile de notre setup. Et puis une fois qu'on aura redémarré nos trois containers, on va se connecter en interactif sur ce container ici. Et puis on ira modifier directement le contenu HTML et on ira rajouter un script JavaScript ici dedans pour faire des tests. Et puis une fois qu'on sera content avec nos tests, quand on aura validé notre code HTML et notre fichier JavaScript, ben, on mettra à jour l'image qui est utilisée pour faire ce container. Je ne vais pas le montrer dans la vidéo, mais ce qu'on aurait pu faire au lieu de se connecter en interactif et puis d'aller bricoler là-dedans, on aurait pu monter un volume. Je vous laisserai regarder ça dans la doc Docker avec l'option "-v", pour que ce container, au lieu d'avoir le contenu depuis l'image, qu'il puisse l'avoir depuis un dossier partagé sur le host. En principe, c'est une meilleure façon de travailler. Là, ce qu'on va faire, ça va bien, et puis c'est parce qu'on fait des modifications qui sont très très simples. Mais évidemment, si le container crash, on risque de perdre les choses. Donc, c'est pas forcément la façon la plus efficace de travailler. Donc finalement, ce qu'on va montrer, c'est comment on peut utiliser jQuery pour faire trois choses très simples. D'abord, comment est-ce qu'on peut faire une requête Ajax. Ensuite, on va mettre à jour un élément du DOM. Le DOM, c'est la structure hiérarchique qui décrit une page dans laquelle on a les différentes parties de la page. Et puis la troisième chose qu'on va montrer, c'est comment on peut exécuter une fonction JavaScript périodiquement, parce qu'on va vouloir rafraîchir ce texte plusieurs fois. Très bien. Alors, on va passer dans notre terminal. On va regarder quel est l'état de notre Docker. Pour le moment, on voit qu'on a nos trois containers qui tournent ici. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tuer les trois. Et pour arrêter les trois containers, j'ai ici mon instruction que je vais exécuter. Pardon. Donc on va tuer les trois containers. Et puis on peut supprimer les containers comme ça. Voilà, donc ici j'ai plus aucun container qui tourne.
Donc si je revenais dans mon navigateur et que je fais un reload, ben, j'arrive plus à me connecter à ce container évidemment. Donc j'ai un message d'erreur. Ok, alors on va voir où on en est avec nos branches. On voit qu'on est toujours sur la branche Apache Reverse Proxy. Et donc, comme d'habitude, je vais faire un git checkout-b d'une branche que je vais appeler Ajax. Ajax jQuery. Comme ça, c'est encore plus clair. Très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller dans mon image Apache PHP image. Je vais ouvrir mon Dockerfile. Et je vais faire une petite modification. Vous vous souvenez que quand je m'étais connecté sur l'image, je ne pouvais pas utiliser VI, et puis j'avais dû en interactif exécuter cette première commande pour mettre à jour la liste des packages, et puis cette deuxième commande ici pour installer VI. Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici rajouté ces deux instructions dans une commande run, donc je vais faire ça au moment de la création de l'image. Donc j'enregistre ça. On va reconstruire notre image, donc docker build -t res apache php, c'est comme ça que je l'avais appelé, et point. Très bien. On va faire maintenant un docker run -it de res apache php bin bash. Comme ça, on va se connecter sur un nouveau container tout frais. Et on voit que j'ai VI qui est bien installé. Magnifique. Je vais en profiter pour aller dans l'image Apache Reverse Proxy. Je vais faire la même chose ici. Je vais reconstruire mon image. Donc celle-ci, elle s'appelait res Apache RP. Docker run -it res apache rp bin bash vi, ça fonctionne. La troisième image, je vais la faire aussi directement, comme ça ce sera fait. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Docker build -t res, et puis celle-ci je l'avais appelée Express Students. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Pendant qu'il fait ça,
Je vais revenir en arrière. Je vais faire un git status. Je vais faire un git add de docker images. Je vais faire un git commit -m. Update docker images to install Vim. On va vite lancer un container docker run-it res express students bin bash touch toto vi toto et ça fonctionne aussi. Voilà, je commit ça, j'ai testé ces trois choses, je ne vais pas les pousser tout de suite, mais j'ai mon commit sur ma branche. J'ai fait un petit incrément, ça vaut la peine de l'enregistrer. Très bien. Alors, j'ai plus aucun container, donc on va maintenant redémarrer ces trois containers. Donc, on va le faire dans l'ordre et puis on va s'assurer, on va vérifier que les adresses IP sont les mêmes qu'avant. Si ce n'était pas le cas, on serait obligé d'aller modifier ici notre image pour changer la configuration pour utiliser les deux adresses IP. Donc, on va faire un docker run. On va lui donner un nom. Donc, on va appeler ça Apache statique. Et puis, le nom de notre image, c'est res apache php. On va rajouter le flag -d pour lancer le container en arrière-plan. On va lancer res express students. Et puis, on va lancer Apache RP pour reverse proxy. Et puis, évidemment, ce container, on va devoir lui indiquer un élément de port mapping. Donc, on va dire que on va mapper le port 80 du container sur le port 8080 de la VM. Ok, alors maintenant je pourrais me connecter, d'ailleurs je vais le faire sur le reverse proxy. On voit que j'ai bien réussi à parler à ce nœud ici. Et puis vous vous souvenez de l'URL. Je vais agrandir un peu. Non, je peux pas, c'est pas grave, je vais pas perdre du temps avec ça. Donc l'URL c'était API students avec un slash. Ah. Ben, on voit qu'ici il y a quelque chose qui se passe pas bien. C'est intéressant. Alors on va regarder si on fait un docker docker ps. Ah tiens, justement là c'est bizarre, il y a quelque chose qui s'est mal passé puisque mon express students il tourne pas. Donc je vais faire un docker logs de express dynamic. Ah. Intéressant. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand j'ai recréé l'image, j'avais plus le module npm.
Alors, on va résoudre ce souci. Si je descends dans SRC, vous voyez que ici j'ai le dossier package.json. Et puis quand j'ai fait du nettoyage avant, j'ai retiré le dossier Node Modules pour qu'il ne soit pas dans Git. Donc ici, ce que je vais faire, c'est un npm install. Là, il a retéléchargé les dépendances, il les a mises dans ce dossier. Et puis, je vais maintenant pouvoir refaire mon image. Donc, docker build -t res express students. Et puis maintenant, je vais être obligé de tuer ce container pour que quand je redémarre, celui-ci il est bien la 0.3. Hein, puisque si je regarde docker ps, si je fais un docker inspect, ah quoique c'est pas sûr en fait, on va regarder. Si on va faire un docker inspect sur ce container ici. On va grepper ça dans IP address. On voit que c'est lui qui a la 0.3. Hein. Donc, on va tuer Apache RP. On va faire un docker RM de Apache RP. On va relancer ce container ici. Pas oublier le -d pour le lancer en arrière-plan. Apache RP res express Apache RP. Voilà, si maintenant je fais un docker ps, j'ai maintenant mes 3 containers qui tournent. Si on regarde lui, il a la 0.2, c'est bon. On va regarder Express Students. Lui, il a la 0.3, c'est tout bon. Et puis, juste par curiosité, Apache RP, lui, il a la 0.4. Lui, son adresse IP, elle est moins importante puisque de toute façon, on va se connecter en passant par la VM. Donc là, on est pas mal. Et si maintenant je recharge, ben, j'ai bien mes étudiants. Et puis ici, je suis tout bon. Voilà, alors on a perdu un peu de temps. Je suis désolé avec cette manipulation avec les node modules. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez faire très souvent quand vous allez cloner des repos Git. Vous allez très souvent recevoir ce fichier package.json et puis vous allez devoir faire le npm install pour télécharger les dépendances parce qu'on veut rarement mettre les dépendances dans le repos. Alors, des fois, vous allez devoir le faire à la main. Des fois, il y a un script qui va faire ça pour vous. Mais donc là, on a fait à la main, on a fait npm install. Il a lu les dépendances dans ce fichier package.json et puis il a recréé le fichier ici. Donc ça valait au moins la peine de vous montrer ça. Bon, on va maintenant passer
au vif du sujet, hein, puisqu'on a réussi à se connecter aux 3 containers. Maintenant, on va se loguer dans notre container HTTP et puis on va aller s'amuser avec JavaScript et jQuery, hein. Donc c'est bien sur ce container ici qu'on va se brancher. Donc ça, vous vous souvenez ce qu'on doit faire. On doit faire un docker ps, on va faire un docker exec -it sur notre container qui s'appelle Apache static et on veut exécuter un bash. Voilà, je suis maintenant dans cette boîte grise ici et je suis directement au bon endroit, hein, je suis directement dans le dossier qui sert le contenu statique. Je vais ouvrir mon navigateur, je vais peut-être réduire un peu la taille et puis pour s'en convaincre, ce que je vais faire, c'est que je vais copier index.html dans un fichier que je vais appeler .orig. Comme ça, j'ai gardé une copie. Et puis, comme j'ai une image toute fraîche, j'ai VI à disposition. Et je peux maintenant venir éditer mon texte. Alors, je vais juste faire un premier test. Je rajoute un point d'exclamation, 2.w pour enregistrer. Si je fais un reload, vous voyez que j'ai bien modifié le contenu, hein. Donc tout ce que je vais faire ici va me permettre en interactif dynamiquement de faire des tests. Alors, je vais descendre tout à la fin de mon fichier source. Ça, c'est ce que vous pouvez voir si vous venez dans le menu développeur, les développeurs tools, et puis si vous affichez ici le source de la page, hein. Donc ça, c'est le code HTML. Vous vous souvenez, on avait trouvé ce template et on l'avait modifié. Très rapidement, pour ceux qui n'ont pas fait encore beaucoup de web, au départ, on inclut des feuilles de style. Ensuite, on a le DOM, hein, donc c'est vraiment cette structure hiérarchique qui décrit la page HTML avec les différentes balises HTML. Et puis, ce qu'on va trouver tout en bas, c'est l'inclusion de scripts JavaScript. Certains des JavaScript, c'est des librairies. Vous voyez jQuery, ça c'est une librairie JavaScript qui est très souvent utilisée. Et puis à la fin, vous avez des scripts qui contiennent du code propre à l'application qui utilisent les librairies. Donc ce qu'on va vouloir faire ici, c'est rajouter notre script et puis dans ce script faire des traitements. Alors, je vais venir ici, je vais rajouter une balise, on travaille proprement, donc on va décrire ce que notre script fait. Et puis, je vais indiquer où se trouve ce nouveau script. Je vais l'appeler students.js et je vais le mettre à côté des autres scripts. J'enregistre. Je vais en profiter pour montrer une fonctionnalité. Vous voyez ici dans les Developer Tools, j'ai cliqué sur l'onglet Network. Si je fais un Shift Reload, je peux afficher toutes les requêtes qui sont envoyées par le navigateur au serveur, ou alors je peux afficher uniquement les requêtes qui sont utilisées pour envoyer des requêtes, les requêtes qui sont envoyées pour récupérer des scripts. Et vous voyez que
avec la dernière modification que j'ai faite, on a un 404 ici. Le serveur se plaint et dit « Tu me demandes de te donner students.js, mais je ne sais pas où est ce fichier. » Ça, c'est pas étonnant puisqu'on a juste rajouté cette ligne, mais on n'a pas encore créé ce fichier. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais descendre dans le dossier JS. On va regarder ce que freelancer.js fait. Vous voyez, ça c'est un exemple, c'est un morceau de script qui était dans le template de base. On va ici copier cette première ligne. Et puis j'ai dit que mon script s'appelait students.js. Alors, cette syntaxe ici, elle est un peu particulière. Vous voyez que c'est $, ouvrez la parenthèse, je passe une fonction de callback, fermez la parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est quelque chose que vous allez voir très souvent. La variable $ ici, parce que c'est vraiment en JavaScript, on peut donner des noms de variables qui commencent par un $, et donc $ c'est un nom de variable, c'est la variable qui est utilisée par jQuery. Donc quand vous avez ici ce $, on fait référence à la librairie JavaScript, et puis sans rentrer dans trop de détails, c'est un raccourci qui dit quand jQuery a été chargé, quand la librairie elle est disponible, alors exécute cette fonction de callback. C'est ce que ces deux lignes ici font. Donc si je viens ici et puis que je fais console log loading students, j'enregistre ça. Si je reviens dans ma page, j'utilise cette icône pour effacer les messages précédents. Je vais faire un shift reload. Si je regarde mes requêtes JS, je vois que maintenant students.js est chargé correctement. Dans la console, il a bien affiché loading students. Si je le refais, on voit qu'il le fait à chaque fois. Et puis, je peux ici aussi afficher le source de mon script. Donc là, on a en place l'infrastructure de base. J'ai un script. Ce script va être exécuté au moment où la page elle est chargée. Donc, je peux maintenant rajouter de la logique. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est ici du code qui périodiquement va faire un appel Ajax, donc va faire une requête HTTP en arrière-plan sans recharger toute la page, va obtenir des données et puis va mettre à jour une partie de la page. Pour faire ça, on va utiliser jQuery. Là, je suis directement dans le document de référence. Vous voyez que jQuery ici nous met à disposition une fonction getJSON qui est un raccourci syntaxique pour une fonction plus générique qui s'appelle Ajax. Et on voit ici que getJSON c'est l'équivalent ici de cette syntaxe, sauf qu'on n'a pas besoin dans les arguments de spécifier qu'on veut du JSON. D'accord? Donc c'est très facile à utiliser. Vous voyez que vous avez la syntaxe ici, c'est $.getJSON, une URL. Et ensuite, de nouveau, comme d'habitude en JavaScript, on passe une fonction de callback. Donc l'idée c'est que le moteur JavaScript
va déclencher le chargement ou l'envoi de la requête HTTP. Ça, c'est quelque chose qui va être fait de manière asynchrone. On ne va pas bloquer l'exécution du script. Et puis, quand les données sont de retour, elles seront passées à cette fonction de callback. Alors, je vais revenir dans mon écran. Et puis là, j'ai préparé mon code pour gagner un petit peu de temps. Donc, je vais copier ça. Je vais ici coller ma fonction. Et je vais vous expliquer ce que je fais. Donc, j'ai défini une fonction que j'ai appelée loadStudents. Dedans, j'utilise la fonction getJSON de jQuery. Je lui donne l'URL. C'est ici où il faut faire attention de ne pas oublier le dernier slash. Et je lui dis, quand tu as reçu des résultats, tu appelles, tu exécutes cette fonction de callback. Là, j'affiche le tableau d'étudiants sur la console. J'initialise une variable avec un texte par défaut. Vous vous souvenez peut-être que la liste d'étudiants, elle a une taille de 0 à 10, donc c'est possible que je reçoive un tableau vide. Si ce n'est pas le cas, s'il y a au moins un étudiant, je modifie ma variable, je récupère le premier étudiant du tableau, son prénom, son nom de famille, je concatène les deux valeurs et c'est mon message. La dernière chose que je fais ici, avec cette syntaxe, je dis je veux récupérer un élément du DOM, donc un élément de la page HTML, et je remplace sa valeur avec cette variable. Donc ce genre de choses ici, ce que je viens de faire ici, ça c'est quelque chose qu'on fait souvent avec jQuery. Si vous allez dans la documentation de jQuery, je vais peut-être revenir en arrière, donc si vous allez dans le Learning Center et que vous allez dans ce document sélectionner des éléments, vous verrez que vous avez toute une syntaxe ici qui vous permet de sélectionner des éléments dans votre page. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est de nouveau utiliser les Developer Tools. Avec cette icône ici, on peut se balader dans la page, cliquer et on arrive directement au bon endroit. Et on voit que on est dans un élément et ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une classe CSS qui s'appelle Skills, qui est utilisée seulement à cet endroit. Donc, je pourrais dire sélectionne-moi les éléments qui sont marqués avec la classe CSS Skills. Ça va sélectionner tout ce span ici. Et puis, je peux ensuite modifier le texte. Donc, c'est ce que je fais ici. Point skills, c'est ici ce que la documentation de jQuery me donne. Si j'ai le point et le nom de la classe, ça va sélectionner par classe. Si c'est un dièse, ça veut dire qu'on sélectionne par ID. Je ne sais pas dans ma page si vous voyez ici, j'ai un ID égale page top. Si je voulais sélectionner tout ce body, tout cet élément ici, j'utiliserai cette syntaxe ici. Très bien, donc là ici j'ai ma fonction et puis
évidemment, maintenant, elle n'est pas exécutée, donc il faut aussi que je l'appelle au moins une fois. On va revenir sur notre page. On va effacer la console, on va revenir sur les réseaux, effacer ça, faire un Shift Reload. Et vous voyez que le texte il a été mis à jour. Dans la console, on affichait le tableau qu'on avait reçu. Et vous voyez qu'avec les Developer Tools, je peux vraiment visualiser les données. Et donc l'élément 0, c'est bien Maud Hudson, cette valeur ici. Si je fais un Shift Reload, ben on voit qu'il y a un nouveau tableau qui a été obtenu de Blanche Dawson. Et cette valeur, elle est mise à jour ici. Donc la dernière chose que je voulais faire, c'était appeler cette fonction périodiquement. Ça, c'est très facile à faire. Il y a en JavaScript une fonction qui s'appelle setInterval. Je peux lui donner le nom d'une fonction, lui passer une fonction. Et puis, ici, je lui donne un deuxième argument qui est le nombre de millisecondes. Donc, toutes les 2000 millisecondes, il va réexécuter le code. Donc, je fais un Shift Reload. Et vous voyez que la chaîne de caractères ici, elle change à chaque fois. Si j'affiche ici le XHR, ça c'est les requêtes Ajax, et vous voyez que toutes ces requêtes ici, je peux effacer, et puis on va voir qu'elles réapparaissent. Ben ça c'est toutes les 2 secondes. Maintenant j'ai une nouvelle requête Ajax qui est faite, et si vous regardez les tailles, vous voyez que la taille elle est à chaque fois un peu différente, puisque le tableau de résultats il est chaque fois un peu différent. Très bien. Alors, avec ça, on a terminé. On a validé notre code. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo ici et puis faire les manipulations vous-même. Moi, je vais continuer ici à enregistrer et puis je vais maintenant prendre ces modifications et puis les mettre dans mon image. Donc, si je viens dans cette fenêtre, si je viens dans Docker Image, si je viens dans mon image statique, si je vais dans le contenu, si je vais dans le JS, je vais ici prendre mon code. Comme ça. Et puis vous vous souvenez que la première chose qu'on avait fait, c'était de modifier le fichier index.html pour charger notre script, donc index.html. On va rajouter ça ici en bas, enregistrer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais recréer mon image. Donc docker build -t res apache php.
Alors, là, on va voir ce qu'il fait avec les adresses IP. Je ne sais pas exactement. Donc, ce que je sais, c'est que je dois tuer mon container Apache statique. Donc, si maintenant j'essayais de recharger, vous voyez que ici, il y a quelque chose de... J'ai pas de message d'erreur, mais on voit que il est en waiting, hein. J'arrive toujours bien à parler avec ce container, mais par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Ce container, il est plus là, donc je suis coincé au niveau du reverse proxy. Si je fais un docker run de j'ai un blanc de Apache pardon, res Apache statique, non, Apache PHP, ça c'est le nom de mon image, -d, et puis -name, lui j'ai dit que je l'appelais Apache statique. Ça a fonctionné. Par contre, si je fais un docker inspect de Apache statique, que je grep -i IP address, ah ben j'ai de la chance, il a de nouveau obtenu l'adresse 02. Donc dans mon cas, ça devrait bien fonctionner. Si je rafraîchis, on voit que le code fonctionne correctement. Donc, tout s'est bien passé. J'ai terminé l'étape. Et donc, comme j'ai atteint ce milestone, je vais faire un git add git commit -m added JS script to send Ajax requests to fetch students and update them. Git branch, git push origin fb Ajax jQuery. Et si je reviens dans mon GitHub, que je reload tout ça, je vois que j'ai maintenant ma branche jQuery avec mes images Docker. Ce qu'on avait fait tout au début, c'est qu'on avait rajouté ces instructions. Dans mon contenu statique, j'ai maintenant mon script students.js. Et puis si je regarde qu'est-ce que je voulais faire? Donc je vais revenir en arrière. Voilà. Donc là, j'ai terminé cette partie du laboratoire. Donc là, on a vraiment fait une grosse partie. Maintenant, la dernière chose, enfin une chose qu'on voudra vraiment améliorer, c'est cette gestion des adresses IP et puis trouver un moyen pour que ces adresses IP ne soient pas codées en dur dans la configuration du reverse proxy. Mais pour pouvoir faire ça, on va avoir pas mal de boulot, puisqu'on va devoir utiliser une librairie Docker pour
monitorer les containers en exécution et puis les piloter. Donc on fera ça dans une autre série de vidéos.